Bonjour à toutes et à tous pour cette dernière session des webinaires du GT5 du GDR Ronde. Donc aujourd'hui, la dernière présentation nous viendra de Limoges. Donc, nous aurons la présentation d'Anna Renext, voilà, sur les aspects machine learning pour la détermination de métamodèles en CEM. Mais tout d'abord, Christophe Guiffaut nous présentera les activités en CEM du laboratoire XLIM de Limoges. Voilà. Donc, Christophe, je te laisse la parole. Et merci Alexandre pour cette introduction. Donc, je vais vous présenter donc, les activités de compatibilité électromagnétique à l'Institut XLIM. Donc, comme le soulignait Alexandre, c'est le dernier webinaire pour cette série. Voilà, donc alors tout d'abord je vais vous présenter brièvement l'Institut XLIM. Donc une carte est affichée, donc bon, c'est pas pour présenter le positionnement de Limoges, mais c'est pour indiquer en fait que l'Institut XLIM regroupe un certain nombre d'équipes de recherche qui sont réparties sur plusieurs sites, donc sur Brive, Angoulême et Poitiers. Et donc, ce sont des équipes de recherche qui sont associées à deux universités, l'université de Limoges et celle de Poitiers. Donc, l'Institut XLIM donc, est dirigé par Stéphane Bila et regroupe trois pôles scientifiques, donc le pôle électronique, le pôle photonique et puis un pôle qui regroupe les mathématiques et l'informatique. Nous, on fait partie de l'axe système RF, donc c'est le petit item ici là qui est dans le pôle électronique. Donc on dispose de deux plateformes, une plateforme d'instrumentation et une plateforme prémisse aussi, donc c'est une spécificité d'XLIM qui propose un ensemble de services pour le développement d'outils de modélisation et de simulation de systèmes. L'une des spécificités aussi, c'est le nombre de laboratoires communs de l'Institut qui a des recherches très orientées appliquées en fait. Et donc on a actuellement une dizaine de laboratoires communs. Voilà, donc maintenant je vais vous présenter assez rapidement finalement les activités de notre équipe CEM et diffraction. Alors diffraction pour indiquer finalement que il n'y a pas que des activités CEM, on a aussi des activités radar. Mais bien entendu, ma présentation va porter essentiellement, exclusivement sur nos activités CEM. Alors, on a des activités qui couvrent les différentes échelles des problèmes CEM, qui va de la CEM des composants, en passant par les câbles, jusqu'aux grandes structures que peuvent être les bâtiments, les transports. Alors, à chaque niveau, il y a évidemment des approches très spécifiques pour les études de CEM. En particulier pour tout ce qui est CEM de bâtiments et transports, on va avoir une approche plus axée sur la modélisation. Et puis, sur les aspects câbles, systèmes électriques, composants, on va avoir aussi une approche assez forte par l'expérimentation et le développement, en fait, la mise au point de bandes d'instrumentation. Alors, je ne vais pas détailler toutes nos activités, et en particulier les aspects incertitudes et les métamodèles, donc comme ça va être abordé tout à l'heure par Alain, mon collègue. Donc, c'est une partie que je ne vais pas présenter ici. Alors, je vais commencer par la CEM des composants. Donc, en compatibilité électromagnétique, souvent on étudie les perturbations qui cheminent dans les structures pour à la fin évaluer potentiellement des dysfonctionnements au niveau des cartes de circuit électronique. Donc les maillons faibles, ça va être des composants non linéaires en particulier. Donc souvent les étages d'entrée des circuits sont protégés face à des ESD, et puis au niveau de l'étage d'entrée, on dispose d'inverseurs. Et en fait, on se focalise en tous les cas au niveau de nos études sur ces étages-là. Et notre approche, c'est finalement d'analyser par des signaux temporels, en fait, le comportement de ces circuits-là en dehors
de leur bande nominale, de leur bande de fonctionnement en fait. Et pour ce faire, eh bien, donc on met au point des bandes de caractérisation et on élabore en fait des modèles augmentés, des modèles améliorés type SPICE en fait, pour bien maîtriser finalement la phénoménologie et reproduire fidèlement le comportement qui va être hors bande. Donc ça, ce sont des activités qui sont menées notamment avec le CEA-Gramma, où on a un laboratoire commun qui a été lancé, c'est le laboratoire SPART, avec... Non, tout va bien, il y a peut-être un micro qui est allumé. Ok, merci. Donc, oui, alors ce que je disais, c'est que c'est un laboratoire commun qui a été lancé actuellement, qui s'appelle SPART, et qui regroupe différents labos qui font de la CEM des composants avec le CEA-Gramma. Une autre activité porte sur la vulnérabilité des systèmes face à ce qu'on appelle des armes à énergie dirigée. En fait, l'idée derrière, c'est de concevoir des sources de rayonnement de puissance pour pouvoir mettre hors d'état, pour neutraliser en fait des engins explosifs, par exemple. Donc, c'est une ANR escapade qui est en cours qui va se terminer cette année. Et là, c'est une collaboration avec le laboratoire SIAM, qui est de l'Université de Pau, et puis l'équipe CEM de Brive. Dans cette partie-là, en fait, il y a une problématique au niveau des antennes, puisqu'on doit émettre des puissances assez importantes pour pouvoir neutraliser des charges explosives. Et on va vouloir en fait faire cette neutralisation en envoyant donc un champ, enfin des impulsions électromagnétiques de forte intensité, mais relativement courtes. L'une des conséquences, c'est des problèmes de risque de claquage, notamment au niveau de l'émetteur, de l'antenne. Et donc, des efforts ont été portés justement sur le design de cette antenne et l'introduction d'électrique pour éviter ces claquages. Alors, toujours sur les aspects vulnérabilité, qui est une activité importante de l'antenne briviste. Donc, un autre projet en collaboration avec ITHPP vise finalement la neutralisation de véhicules ou de drones. Donc, suivant le même principe, hein, on va envoyer des impulsions de forte puissance. Alors ici, on va essayer de privilégier une intensité, enfin une énergie plus importante en fait, puisqu'on on doit attaquer finalement des véhicules, mais à des distances plus importantes. Et là encore, on doit travailler sur le réseau d'antennes afin de focaliser au maximum le rayonnement. Alors maintenant, j'en viens à une autre activité qui est une activité beaucoup plus commune au niveau de la CEM et qui porte sur la chambre réverbérante. Donc, cette activité est notamment portée par mon collègue Guillaume Andrieux. Et donc, bien que ce soit un instrument de mesure qui est utilisé depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années, on a toujours des recherches qui sont menées dans la chambre réverbérante. Alors tout d'abord, nous sommes précurseurs finalement à Limoges dans une méthodologie nouvelle en fait pour faire une caractérisation rapide. Donc c'est une alternative finalement à l'approche de la norme en fait pour caractériser le comportement d'une chambre réverbérante basée sur les paramètres S. Ensuite, en fait, on essaye de diversifier les applications de la CRBM, notamment en proposant des mesures type anéchoïque, c'est-à-dire de pouvoir produire des diagrammes de rayonnement ou faire du calcul de SER. Le dernier projet portait aussi sur des problèmes de test d'intégrité de signal sur des câbles Ethernet, et ça, c'était en collaboration avec Renault. Donc, un nouveau projet, en fait, a été lancé, un nouvel ANR, en fait, qui s'appelle Chaotique,
et qui va porter sur la chambre réverbérante de type vibrante, en fait, les VIRC. L'intérêt de la VIRC, c'est qu'elle est démontable, transportable, et elle a aussi des atouts intrinsèques dans le sens où, contrairement à une chambre réverbérante classique où avec le brasseur, on va avoir un nombre limité d'échantillons indépendants du fait de la périodicité du brasseur. Et donc, on peut disposer d'une statistique meilleure avec une VIRC parce que justement, on fait vibrer l'étoile en fait de la VIRC et on va pouvoir générer un nombre plus important d'échantillons indépendants. Donc, l'étude théorique va être menée dans le cadre de l'ANR et notamment, on va s'appuyer sur la méthode FDTD conforme qui permet de suivre finalement fidèlement les déformations de la toile. Et avec cette approche, on va pouvoir aussi traiter des volumes, enfin monter en fréquence sur des tailles de VIRC assez importantes. Ce qu'on ne peut pas faire finalement avec une approche type équation intégrale, parce que c'est relativement coûteux en termes d'inconnus, de traiter fidèlement finalement les parois qui sont, comment dire, qui forment des vagues liées à leur mouvement. Voilà, donc on va chercher aussi avec les VIRC à étendre leur champ d'application au-delà de la CEM et notamment en reproduisant ce qu'on peut faire en chambre anéchoïque sur le principe que tous les multitrajets sont brassés contrairement au trajet direct qui va nous intéresser et qui, lui, ne subit pas l'effet stochastique de la chambre. Donc une autre problématique assez forte porte sur la caractérisation des blindages des câbles. Classiquement, on a des montages plutôt basse fréquence qui font l'hypothèse que le courant qui ne varie, enfin, il n'y a pas d'effet lié à la propagation le long du câble. Et dans ce cadre-là, on a proposé des sondes d'injection innovantes. Et dans le cadre d'une collaboration avec Safran, en fait, on vise la montée en fréquence. Et toujours, on va chercher une caractérisation par impédance de transfert, mais tout en prenant en compte les effets liés à la propagation le long du blindage, et puis aussi de prendre en compte le rayonnement, ce qui est une limitation finalement de la théorie des lignes. Donc là, c'est pareil, on propose un montage innovant basé sur une injection localisée et une caractérisation en chambre réverbérante. Alors je passe là, jusqu'à maintenant, les thématiques étaient basées sur une démarche fortement expérimentale, même s'il y avait de la modélisation. Et comme je soulignais en introduction, la modélisation numérique 3D est une activité forte de l'équipe CEM. Donc on développe spécifiquement du code pour faire de la modélisation de structures complexes. Donc c'est aussi pour répondre à des challenges plutôt industriels et aussi orientés aéronautiques où on vise finalement la modélisation CEM de systèmes d'une structure telle qu'un avion en intégrant au maximum les contraintes internes liées à la CEM et notamment les topologies complexes de câbles. Alors, même si on fait des efforts très importants en termes de développement numérique, on s'appuie sur une valorisation notamment avec AccessSim de manière à avoir le complémentaire finalement, c'est-à-dire l'apport sur les outils de pré- et post-traitement. Et en particulier sur les outils de pré-traitement, on a besoin de mailleurs adéquats et d'une IHM pour faire faciliter finalement la modélisation électromagnétique. Donc, à travers la modélisation numérique, on a énormément de partenariats avec différents acteurs industriels tels que Dassault Aviation, l'Onera, Thales, EDF, etc. Donc, l'un des points forts de notre outil qui est basé sur la méthode FDTD, c'est la modélisation des câblages in situ.
Donc, issu d'une collaboration initiale avec le centre d'études de Gramma, qui s'appelle maintenant CEA Gramma. Donc, le formalisme des fils obliques qui a été mis au point nous permet finalement de faire circuler des câbles librement dans la grille FDTD, qui est une grille cartésienne. Et donc, c'est assez contraignant pour pouvoir mailler des structures très fines et subcellulaires dans le cas des câbles, parce que la section des câbles est souvent inférieure à la taille des mailles. Et donc, le formalisme des fils obliques, c'est un formalisme qui traite les fils à travers un modèle subcellulaire, donc non maillé pour la section des câbles. Ensuite, en fait, on a développé un savoir-faire autour de ces modèles-là et on a diversifié les différents types de câbles qu'on peut traiter dans la 3D. Donc, toujours dans les aspects un peu multi-échelle, parce qu'en CEM, quand on veut traiter une structure de grande dimension, on se pose de suite la question de comment est-ce qu'on va traiter les joints, les fentes, comment est-ce qu'on peut intégrer des éléments de petite taille, et les antennes sur porteur, c'est pareil, ce sont des éléments de petite taille. Et donc, on a proposé récemment une approche assez complète basée sur des collections de sources dipolaires. Et pour établir ce modèle-là, on s'appuie finalement soit sur une modélisation fine de l'antenne ou sur un diagramme de rayonnement. À partir de là, on va créer un modèle équivalent source dipolaire et ce modèle-là va reproduire fidèlement le rayonnement de champs proches. Et ça, on peut le faire sur une large bande de fréquences. Alors, si on a trop de sources dipolaires, on propose aussi une méthode de compression basée sur des polynômes de Lagrange. Donc, de cette façon, on peut intégrer des antennes sur porteur et tenir compte finalement de l'effet du porteur qui va impacter finalement le rayonnement de l'antenne. Et pour finir, finalement, une dernière problématique, parce que si on sait gérer aussi les aspects multi-échelles, notamment par des modèles subcellulaires, on a le problème du maillage en marge d'escalier qui subsiste et qui fait partie un petit peu, qui introduit pas mal d'incertitudes au niveau de la précision finalement des résultats. Et d'où l'objet en fait d'une ANR en fait sur la FDTD dit conforme, c'est-à-dire que le maillage va se déformer pour suivre finalement les contours liés aux structures métalliques. Parce qu'en CEM, finalement, on s'intéresse sur une structure donnée, surtout à tout ce qui est parois conductrices et câbles. Donc, d'un point de vue CEM, un véhicule, on le voit finalement uniquement à partir de ces éléments conducteurs. Donc, autour de la méthode FDTD conforme, on a développé un certain nombre de modèles pour la CEM, justement. Donc, tout d'abord, il faut un mailleur, parce qu'il n'existe pas de mailleur sur ce type de méthode, en fait, de disponible. Et après, il faut développer des modèles pour gérer les matériaux, les effets de peau sur les matériaux. Et puis aussi, pour interpoler le champ dans les cellules conformes, on utilise une technique un peu plus sophistiquée d'un point de vue mathématique, qui sont les GBC, parce que les cellules conformes, ce sont des cellules de forme géométrique qui sont des polyèdres, et il n'est pas évident finalement d'interpoler champ dans ce type de cellules, mais on a besoin de ce type d'interpolation à la fois pour calculer des courants de surface ou pour faire du couplage en câble. Donc je vais m'arrêter là parce que je suis en train de déborder un peu sur le temps que je m'étais donné. Voilà, donc si vous avez quelques questions, je suis disponible. Merci Christophe pour cette présentation des travaux du MixLim. Si dans l'audience, quelqu'un a une question, n'hésite pas. Sinon, en attendant, moi j'ai une question, j'ai deux petites questions de curiosité sur les activités liées au modèle composant. Donc, tu as montré quelques images et je me demandais si les modèles portaient uniquement sur des perturbations type radiofréquence, modulées, non modulées, ou aussi des perturbations type transitoire. Oui, en fait, effectivement, dans l'approche qui est menée, on est sur des perturbations plutôt transitoires.
Et c'est pour ça que alors, en tous les cas, dans l'analyse, donc je ne suis pas le mieux placé pour en parler, mais parce que c'est mon collègue François Torres qui est spécialiste des CEM des composants, mais dans l'analyse, on est plutôt dans une approche temporelle pour mieux, en fait, pour estimer le comportement non linéaire, en fait. Et donc, de reproduire un comportement non linéaire aussi hors bande et avoir une caractérisation du composant, finalement, dans ce cadre-là, et notamment pouvoir voir comment se comportent les capacités parasites et pouvoir proposer aussi des modèles de type SPICE améliorés. Typiquement, le modèle de Tseng-Graph, finalement, c'est un modèle amélioré de diode, finalement, et on va régler les paramètres du modèle à partir de formes en échelon, finalement, pour finalement reproduire le phénomène non linéaire. Voilà. D'accord. Et j'avais juste une autre question, enfin une question de curiosité. Voilà, quand tu as parlé donc des activités des chambres réverbérantes avec des applications pour l'intégrité du signal, c'est vrai que c'est assez original, mais je me dis c'est pas forcément la méthode la plus simple pour aller étudier l'intégrité du signal. Et même je m'interroge même sur la faisabilité. Oui. Pourquoi, enfin, qu'est-ce qu'apporte finalement la CRBM enfin, justement sur une mesure de déformation, de distorsion d'un signal? Alors, peut-être que Guillaume, je vois que mon collègue est présent et saura mieux répondre que moi sur cette thématique-là. Là, tu fais référence à la dernière phrase en bas. Donc, c'est une thèse qu'on a menée avec Renaud, où l'idée était de prédire, de faire un test virtuel d'intégrité de signal, où en fait on mesurait les paramétres S entre une antenne et un câble Ethernet qui pouvait être blindé. Et ensuite, compte tenu de la linéarité de ces paramètres S, on arrive à pouvoir prédire de l'intégrité de signal en générant par exemple un signal utile numériquement et en venant rajouter par-dessus une perturbation. C'est une thèse qui a été soutenue il y a un mois donc au labo XLIM. Une thèse CIFRE avec Renaud. C'est ça, la perturbation. La CRBM sert juste à générer la perturbation. Voilà, la CRBM génère la perturbation. D'accord, d'accord. D'accord, c'est pas simple. Finalement, si c'est une forme de caractérisation de la réponse quand même d'un câble face à une perturbation externe. Disons qu'on prend en compte effectivement l'atténuation réalisée par le blindage, la longueur du câble, etc. Mais on essaye d'aller plus loin que juste une mesure d'impédance de transfert ou d'efficacité de blindage. On essaye d'imaginer ce qui se passerait sur un test d'intégrité de signal. D'accord. D'accord. Ici, oui, donc, oui. Finalement, c'est l'intégrité du signal face à une perturbation externe qui viendrait se coupler sur. Exactement. D'accord, effectivement. Je n'avais pas forcément et bien on pourrait, voilà. Après, comme tout ça est linéaire, on peut dire, voilà, si le champ moyen dans la chambre est de 50 volts par mètre, voilà ce qu'on pourrait avoir sur la perturbation du signal utile. S'il est de 150 volts par mètre, voilà ce qu'on pourrait avoir, etc. D'accord, d'accord, je comprends. Y a-t-il des questions? Y a-t-il d'autres questions? Oui, moi, pour compléter sur ce qui vient d'être dit là, je me demandais, et du coup, le fait de travailler en chambre réverbérante, ça donne quoi comme avantage par rapport, bon, d'une part que le champ est assez élevé, mais aussi est-ce que les résultats sont plus stables en termes d'observation que si on était dans une situation plus déterministe comme les autres moyens d'essai? Eh ben, disons que y a toujours la confrontation entre un test en chambre anéchoïque et chambre réverbérante. Chambre anéchoïque, par exemple, tout ça, c'est dépendant finalement de la direction d'orientation, l'orientation de la perturbation, alors que là, on bénéficie des propriétés réverbérantes du champ. Mais du coup, ça se voit bien sur les résultats, qu'effectivement, les résultats s'avèrent statistiquement plus stables, en fait. On n'a pas tellement comparé finalement
à ce qu'on pourrait avoir en chambre anéchoïque. Non, mais On a même sans essayé- comparaison, je veux Ouais. dire, la stabilité des résultats est Ah oui, bien. oui, oui, alors par rapport à ça, effectivement, on a vu que bah, si on bouge les objets, si on bouge l'antenne, si on bouge le câble sous test, on trouve les mêmes résultats. Si on met une charge absorbante, des absorbants dans la chambre, on retrouvera les mêmes résultats aussi, parce qu'il y a un champ un peu moins élevé, mais du coup, si on veut arriver à, par exemple, 100 volts par mètre, eh ben, il faudra considérer une puissance injectée un peu supérieure pour arriver à ce niveau-là, et finalement, tout ça, ça se compense. Donc ouais, c'est assez fiable. Ça marche bien. D'accord. Très bien. Est-ce qu'il y a une autre question? Non. Très bien. Bah, je propose de basculer sur donc la deuxième présentation d'Alain. Si tu peux partager ton écran. Et en attendant, bah, je vais introduire l'orateur. Donc, Alain Renex donc, a effectué une thèse dans le domaine de la modélisation numérique en CEM et antenne, donc soutenue en 1986. Il est l'un des premiers en France à appliquer les différences finies à l'électromagnétisme, tout d'abord au centre d'études à Gramma lors de son service militaire, puis à l'appliquer à des problèmes classiquement résolus en harmonique, tels que la caractérisation d'antennes imprimées. Il est entré au CNRS en 1986 en qualité de chercheur, puis directeur de recherche en 1991. Il dirige l'équipe CEM d'abord à l'IRCOM, puis dans la nouvelle structure XLink qui a été présentée. Il a été responsable du département OSA de XLIM. Il s'est intéressé aux méthodes numériques, plus particulièrement temporelles pour la CM et le radar, plus récemment à la méthode de Cron. Et depuis quelques années, il s'intéresse aux incertitudes en électromagnétisme et à la constitution de métamodèles. C'est le sujet que Alain va nous présenter aujourd'hui. Alain, c'est toi qui as la parole. Merci Alexandre. Donc bonjour à tous. Je vais tenter de vous présenter effectivement les méthodes de machine learning pour la détermination de métamodèles en CEM. Alors je ne vais pas parler de toutes les méthodes qui existent, hein. Je vais parler plutôt de notre expérience au niveau de l'équipe, hein. Je vais me restreindre à quelques méthodes parce que sinon on y passerait la journée. La problématique c'est quoi? C'est en fait lorsqu'on fait de la modélisation avec des codes 3D, ben, on a besoin de ressources informatiques assez importantes. Lorsqu'on fait une simulation, ben, on suppose qu'on connaît tous les paramètres et du coup on a un résultat qui est déterministe. Sauf que dans la réalité, dans la vraie vie, ben, les paramètres, on ne les connaît pas forcément avec une grande précision. On peut avoir une certaine méconnaissance de certaines valeurs des paramètres, donc avec une variation autour d'une valeur nominale. Et puis, ça c'est une chose, mais une autre chose, c'est qu'on peut s'intéresser aussi à l'influence de paramètres sur une observable. C'est-à-dire, si j'ai un avion ici, là par exemple, si je rallonge mon avion, qu'est-ce que ça change au niveau du courant sur le calculateur lambda? Des choses comme ça. Donc, si on fait varier les paramètres physiques ou électriques, ben, qu'est-ce qui se passe? Et ça, on pourrait faire du Monte-Carlo, mais bon, Monte-Carlo, ça demande pas mal de simulations. Donc, l'idée, à travers tout ce qui est conception de métamodèles, c'est d'essayer de faire le minimum d'expériences possible, parce que chaque expérience virtuelle, entre guillemets, puisque c'est de la simulation numérique, eh ben, ça coûte cher. Donc voilà un petit peu le cadre de ce genre de choses. Alors, comment on fait? Eh bien, effectivement, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on fait des plans d'expérience. Dans les plans d'expérience, bon, il y en a pas mal, hein, pas mal de méthodes. L'idée, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire de minimiser le nombre d'expériences tout en explorant le plus possible le domaine d'étude. On va en parler tout à l'heure. Ensuite, à partir de ces expériences, ben, ça nous détermine des paramètres particuliers. On va faire les simulations ben, qui durent longtemps du coup pour ces paramètres-là. Et à partir de là, on va essayer de construire un métamodèle. Alors le métamodèle, ça sert à quoi? Bon, il y a plusieurs méthodes, je vais en parler tout à l'heure. Donc ça sert à construire un modèle boîte noire, c'est-à-dire qui relie les entrées à des observables, donc à des sorties. Ça peut servir pour l'analyse de sensibilité, variation d'un paramètre, qu'est-ce que ça a pour conséquence, ou analyse de fiabilité, on va voir ça aussi tout à l'heure. Alors, le plan de l'exposé, je vais rapidement parler de la sélection des données et puis des plans expérience. Ensuite, je présenterai trois méthodes, la régression polynomiale, le krigeage et les polynômes du chaos, qui sont trois méthodes qui sont assez utilisées. Bon, je ne parle pas
des réseaux de neurones, choses comme ça qui sont bien connus aussi, mais bon, ça c'est plus notre expérience à travers ces méthodes-là. Alors tout d'abord, sélection de données. Je dirais qu'il y a deux types de méthodes. Un premier type qui est plutôt qualitatif, qui permet finalement de se dire j'ai tout un tas de paramètres qui varient. Je vais en sélectionner quelques-uns, ceux qui sont les plus influents. Donc pour éviter d'avoir un métamodèle avec trop de paramètres. Ici par exemple, j'ai pas mal enfin ici, bon, j'ai supposé que j'ai 3 paramètres ici par exemple. Et donc l'idée c'est ce qu'on appelle une méthode OAT, c'est-à-dire one at time, on fait varier un paramètre à la fois et on regarde l'influence sur le résultat. C'est-à-dire que ici, par exemple, je fais varier x1 qui va de x1,0 à x1,1 et je regarde une certaine variation en fait. C'est l'effet de x1. Ensuite, je fais pareil sur x2, je fais pareil sur x3. Et après, tous mes petits e de x là, en fait, pour chaque xi, enfin, avant, je répète ça r fois, donc je balaye un petit peu mon espace en partant de points qui sont un petit peu aléatoires dans mon espace, qui est l'espace de variation des paramètres. Je calcule une moyenne des E par paramètre, et ensuite je calcule un sigma. À partir de là, je me place dans l'espace moyenne écart type, et je regarde un petit peu où se placent mes points. Alors, s'ils se placent à ce niveau-là, en fait, on peut considérer que la moyenne est assez faible, le sigma est assez faible, ils ont très peu d'influence, donc on va les négliger. Alors après, c'est à l'appréciation de chacun, finalement. On va avoir des approximations plus ou moins importantes, suivant qu'on va négliger plus ou moins loin les paramètres. Après, si on a un sigma qui est faible et un mu qui est fort, en fait, on a une variation linéaire, donc on n'aura pas à prendre en compte les variations croisées, enfin les termes croisés des polynômes, par exemple, qu'on va développer par derrière. Et puis là, ceux-là, il faut les prendre en compte absolument, puisque c'est des variables importantes. Donc voilà, déjà, ça permet de faire un tri pour construire notre métamodèle. Une fois qu'on a fait le tri, en fait, on peut construire un plan expérience. Alors le plan expérience, donc avec un nombre de paramètres limité. Donc on a les plans factoriels complets ou plans factoriels complets aussi. Là ici j'ai représenté, on voit qu'ici sur 2 paramètres on a 5 niveaux, donc on découpe en 5 intervalles, enfin en 4 intervalles du coup réguliers, donc en 5 points dans chaque direction, ça fait 5 au carré ici, donc on voit que c'est du n puissance p. Donc ça devient, p est un nombre de paramètres et n le nombre de niveaux, donc ça peut devenir très important. Une autre remarque, c'est que si on balaye cette ligne-là, on fait varier cette colonne, pardon, on fait varier x2, et en fait on réutilise la même valeur de x1, c'est pas forcément très judicieux parce qu'on ne va pas forcément du coup balayer trop les valeurs de x1, on n'aura que 5 valeurs qui seront utilisées. D'où les plans hypercubes latins, où ici on découpe effectivement ici aussi en 5 dans chaque case, dans chaque direction, et puis on prend un point dans chaque case. Alors on prend un point dans chaque case, puisque c'est l'intersection d'une ligne et d'une colonne. Et donc là, du coup, on a au total 5 points. Et on voit ici, si on regarde au niveau des variables marginales, qu'on va utiliser des points qui sont répartis un petit peu plus, qui sont un peu plus répartis, qui sont moins répartis de façon linéaire, je dirais, dans l'espace. Voilà. Et par contre, si on n'a pas de chance, on a ces 5 points, par exemple. Et là, ce n'est pas très judicieux parce qu'effectivement, on va mal balayer notre espace. Donc l'idée à travers ces plans hypercubes, c'est d'en générer plein. Et ensuite, on choisit le meilleur, en fait. C'est souvent ce qui est fait. Ensuite, les plans orthogonaux, donc c'est ce genre de choses où ici, c'est pareil, là, c'est comme le premier. J'ai utilisé des points qui étaient régulièrement espacés au centre des carrés ici, et puis ça, c'est pas forcément très bon. Donc il vaut mieux faire une variation aléatoire autour du centre de manière à répartir un peu les points de façon un peu plus aléatoire dans mon espace. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les suites à faible discrépance, qui sont les suites de Halton-Sobol les plus connues, où ici, j'ai beaucoup plus de points, là, mais là, on utilise pleinement, je dirais, notre espace. Alors, faible discrépance, c'est quoi? C'est qu'en fait, c'est l'écart par rapport à une variation régulière, en fait. Hein. C'est ce qui caractérise ce genre de choses. Voilà, donc il vaut mieux choisir effectivement des choses comme ça, où ça dépend. Après, ça va dépendre des problèmes et du nombre de points finalement qu'on peut se permettre de choisir. Alors, tout d'abord, je vais présenter les 3 méthodes dont j'ai parlé tout à l'heure. La régression polynomiale, c'est la plus simple finalement. C'est d'écrire ma surface de réponse, donc comme étant y égale bêta 0, plus somme des bêta i, xi, etc., et des termes croisés, et des termes au carré, etc., plus un terme d'erreur, qui est en général une variable aléatoire centrée sur
sur 0 et de variance sigma 2. Sigma 2 qu'on essaie de réduire le plus possible d'ailleurs. Donc ici j'ai un exemple où j'ai enlevé les termes en x au carré pour montrer un petit peu comment ça se passe. Donc on prend eh bien, la réalisation x1, x2, xn jusqu'à xn, et puis on construit une matrice, la matrice des réponses aussi y, et on essaie de résoudre par moindre carré finalement y égale x bêta, et on trouve le bêta qui est donné par cette formule. Alors, après, je ne parle pas des méthodes ANOVA et choses comme ça qui sont par derrière, mais voilà, donc du coup, c'est le principe de la méthode à la base, en fait. Tout, c'est de trouver ces coefficients bêta. Alors, tout ça, on va l'appliquer à un cas spécifique, alors qui va être un peu le fil conducteur de mon exposé. C'est un cas qui a été traité dans le premier temps, dans le cadre de 2 thèses. Dans le premier temps, dans le cadre de la thèse de Luis Diaz-Pulgar, qui était une thèse chiffre avec EDF. Il a passé sa thèse en 2016, si je ne me trompe. Donc l'idée, c'est de voir l'influence d'un canal foudre connecté directement sur un bâtiment, donc en béton armé, et de voir ensuite qu'est-ce qui va se propager sur un câble qui est enterré, qui est connecté donc, au bâtiment ici, et de voir à l'extrémité du câble quels sont les niveaux de courant ou de tension sur l'impédance qui est à l'extrémité. Sachant qu'on a le bâtiment en béton armé, on a le canal foudre qui est représenté ici, qui va dans les PML pour éviter les résonances. On a un réseau de terre qui est enterré, lui aussi, ça ne se voit peut-être pas trop, mais bon, il est enterré sous le câble, en fait. Et donc, ces câbles-là, c'est des câbles d'instrumentation mesure qui sont connectés au bâtiment. Donc, il faut faire plusieurs études, puisqu'effectivement, suivant le type de signal qui nous intéresse, donc c'est le premier arc en retour positif ou négatif, là on est à peu près dans les mêmes ordres de grandeur, mais enfin, au niveau amplitude, bon, facteur 2, je dirais, on a un aspect plutôt basse fréquence, je dirais, et par contre, l'arc en retour subséquent, là où on est beaucoup plus en fréquence et où on a des résultats un petit peu différents. Donc là, en général, il faut faire 3 métamodèles finalement, un par type de signal injecté, dans ce qui demande de multiplier le nombre de simulations, effectivement, par derrière. Ou alors de faire une simulation fréquentielle qui couvre toute la bande et ensuite de faire des FFT-1 par derrière si on est en temporel. Alors, donc ça, je tourne dans le mauvais sens, voilà. Pour résoudre le problème, ici, il faut détecter les paramètres qui vont varier. Alors ici, on avait fait varier 9 paramètres, qui sont tout d'abord des facteurs qui peuvent être continus, donc comme la taille du bâtiment, qui varie ici de 15 mètres à 55 mètres, j'ai appelé X1, longueur du conducteur, qui peut être ici de 10 mètres à 100 mètres, mais bon, c'est pas limité, c'était une limitation qu'on s'est donnée, résistivité du sol. Ensuite, on peut avoir des paramètres discrets. Alors, au niveau des câbles qui sont ici, bon, il y a des câbles qui sont dans des galeries ou des câbles dans des fourreaux. Ben, dans les galeries, en fait, au niveau des galeries, ben, il y a continuité, je dirais, électrique, mais à un moment donné, il y a des joints d'expansion, en fait, qu'on retrouve répartis de façon régulière. Donc, suivant le nombre de joints d'expansion, le résultat ne sera pas forcément le même. Après, il y a le nombre de galeries autour du bâtiment et le nombre de fourreaux. Donc, les fourreaux, c'est ça. Autour du bâtiment qu'on a fait varier de façon discrète. Voilà. Et des variables, des facteurs qualitatifs qui sont le type de connexion à l'écran, si on est connecté ou en circuit ouvert, donc à l'extrémité. Si le type de représentation dans le cadre des modélisations de différence finie, donc soit par des grilles, soit par des plaques à perte, et puis les configurations des réseaux de terre, donc soit, c'est ici, voilà, soit ce que j'ai représenté ici, avec une grille, soit avec une ceinture autour du bâtiment, et puis ici on a une ceinture. Et l'observable sera la tension sur les 50 ohms à l'extrémité du câble. Donc ici on fera un plan expérience comportant 55 simulations différence finie qui peuvent durer quelques heures chacune. Hop, je tourne toujours dans le mauvais sens, voilà. Donc pour apprécier la qualité de notre résultat, en fait on calcule ce qu'on appelle le facteur de détermination, qui est la somme des écarts au carré sur la somme des différences YI par rapport à la valeur moyenne, donc avec un 1 moins ici, et donc ce rapport doit être proche de, enfin R au carré, pardon, doit être proche de 1, donc le rapport ici est proche de 0, et tout va bien. Donc ici avec les galeries, on voit qu'on est à 0
9, 8, donc on est pas mal. Hein. On voit qu'on suit bien entre ce qui est prédit, qui est en abscisse, et les résultats qui sont FDTD, qui sont en ordonnée. On voit que on est quasiment sur la diagonale, là, donc on a bien une bonne reproduction. Au niveau des galeries et puis des fourreaux, c'est à peu près pareil. Donc on a une bonne estimation du niveau de tension. Alors on a regardé un petit peu de plus près ce qui se passait. Alors je ne suis pas sûr que ce soit le même cas d'ailleurs au niveau du meilleur cas retour subséquent, mais bon, je ne suis pas très sûr. Par contre, on voit ici qu'en basse fréquence, on a, je dirais, un sigma qui est plus élevé, mais c'est en bas niveau, pas en basse fréquence. Mais ce n'est pas forcément contraignant parce que ce qui nous intéresse surtout, c'est les forts niveaux finalement, qui vont être pénalisants. Et donc là, on a intérêt à avoir une variation beaucoup plus faible. Donc c'est le cas. Hein. Donc, on était content, ça se passait bien. Alors, maintenant, je vais parler du crigeage. Alors, le crigeage, je ne sais pas si tout le monde connaît, je vais essayer de présenter ça assez facilement, assez rapidement, je dirais, sachant que oula, les choses sont parties avec le PDF. Bon, c'est pas grave. Donc, on a M paramètres d'entrée, on a un paramètre de sortie. Et puis, le crigeage, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que si j'ai une courbe Y égale f de x, j'ai des points donc, qui sont donnés au départ. Eh bien, l'idée, c'est de faire passer une courbe par ces points-là et de la considérer comme une réalisation particulière d'un processus gaussien, finalement. Donc, ça veut dire qu'on a un processus aléatoire qui va passer par ces points, mais il peut y avoir plusieurs fonctions, finalement, qui passent par ces points et qui seront... Bon, on va voir un petit peu la signification de ces paramètres-là, justement. Donc, le Y, c'est un M qui dépend d'un paramètre bêta, je vais préciser tout à l'heure. Et puis un Z. Alors le M, c'est quoi? C'est un modèle de régression. Donc le plus simple, ce qu'on fait classiquement, c'est une fonction multipliée par des bêtas qui sont inconnus. Si je prends f de x égale 1, ben, j'aurai juste à déterminer une valeur de bêta finalement qui sera la valeur moyenne de mon processus ici. Ensuite, le Z, ben, c'est quelque chose qui a valeur, c'est un processus aléatoire qui sera à valeur moyenne égale à 0. Et dont la fonction de covariance sera donnée par cette formule-là. La fonction de covariance fait apparaître des fonctions de corrélation. Alors, les fonctions de corrélation, en fait, c'est lié. En fait, il y en a une par paramètre. On peut choisir des fonctions de corrélation différentes pour chaque paramètre. Et on a un paramètre inconnu ici qui est θ. Je vais donner un exemple tout à l'heure de fonction. Et sachant qu'on est. Enfin, bon, je vais préciser tout à l'heure. Je vais y arriver, voilà. Donc typiquement, si on prend, on a plusieurs fonctions de corrélation, je ne les ai pas toutes mises ici, mais si je prends une loi gaussienne, par exemple, j'ai un θ qui a un paramètre qu'on ne connaît pas, et D qui est la distance entre mes deux points. Donc en fait, on a quelque chose qui va être stationnaire et qui va dépendre simplement de la distance entre les points. Du coup, c'est l'hypothèse qu'on fait au départ et qui est utilisée dans toutes les méthodes de crigeage. Au départ, c'était pour la géophysique, de la géostatistique, pardon. Et donc, c'était effectivement ce qui était intéressant d'avoir un sol qui a les mêmes caractéristiques un petit peu partout. Ce qui est intéressant, c'est la distance entre deux points. Donc, pour trouver... alors, oui, une petite remarque, c'est que la fonction de covariance ici, en fait, elle peut se trouver à partir de ce qu'on appelle le variogramme. Et le variogramme, si on a pas mal de données, on peut le construire expérimentalement. Parce qu'il peut dépendre du problème, enfin il va dépendre du problème d'ailleurs, donc en général on prend des lois classiques, mais on peut construire un variogramme particulier. Alors l'estimation des hyperparamètres, donc on peut utiliser deux méthodes. Hein. Bon, en général on prend la première, hein, qui est le maximum de vraisemblance. Alors, on peut montrer que les bêta et sigma finalement s'expriment en fonction de θ, et on aura juste les θ à trouver par maximum de vraisemblance. Un exemple pour illustrer tout ça. J'ai une fonction dont je parlais tout à l'heure avec 6 points où je connais ma fonction. En dehors des 6 points, c'est comme une fonction d'interpolation, hein, on n'est pas très bon. Donc ici, on a fait plusieurs réalisations, hein, c'est pour ça qu'on a tout un tas de courbes qui passent par ces points-là. On voit, ce qui est intéressant, c'est que c'est un interpolateur exact, comme Lagrange, c'est pareil. Sauf qu'entre les points, il peut y avoir des fonctions qui varient de façon plus ou moins importante. Alors, donc avec un écart type plus ou moins important. Et l'idée, c'est que si on voit qu'on a un écart type trop important, de ramener à 0. Du coup, il suffit de rajouter un point. Et à ce moment-là, on ramène l'écart type à 0 et on va diminuer globalement
la variabilité autour de la fonction qui nous intéresse. Donc ça, c'est intéressant. Bon, j'ai voulu mettre ça aussi en 2D, c'est toujours joli. Alors ça, c'est tiré de... si certains veulent regarder un petit peu ça, il y a un logiciel qui s'appelle DACE qui est sur Internet, qui est gratuit, hein, qui est sous MATLAB, qui permet de s'approprier assez facilement la méthode du triage. Hein, c'est assez facile à utiliser. Donc, bon, les exemples qui sont donnés, c'est ce genre de choses. Donc, voilà, en 2D, c'est joli. Ensuite, ça peut être utilisé aussi. Alors, on a travaillé aussi là-dessus pour traiter des variables qualitatives et quantitatives en même temps. Alors, ce n'est pas forcément évident au départ. Les variables quantitatives, bon, ça se fait assez bien. Donc là, ce qu'on a ici, c'est un W qui est fonction de D variables quantitatives et de L variables qualitatives. Et on a une observable ici, et puis on a un point pour le plan expérience. Voilà, donc la première idée qui vient à l'esprit, finalement, c'est de se dire les variables qualitatives, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre toutes mes combinaisons de variables qualitatives et je vais faire un triage. Je vais faire un métamodèle par combinaison plutôt de variables qualitatives. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la méthode IK, Individual Kriging. Et donc, du coup, on a S métamodèles qui sont construits par derrière. Donc ça, c'est la méthode la plus simple. Hein, on ne change rien finalement. On fait juste un nombre de métamodèles qui va bien. Alors là, maintenant, si on reprend, si on essaie d'aller un peu plus loin, donc je reprends bon là j'ai remis ce que j'ai dit tout à l'heure, là je reprends la fonction de covariance de tout à l'heure et je la décompose en produit de deux fonctions. Une fonction phi qui est par exemple ma fonction exponentielle de tout à l'heure pour mes variables continues, donc quantitatives. Et pour mes variables qualitatives, je dis que phi z d'une combinaison et d'une autre, en fait, j'appelle le taux CU combinaison U et combinaison V. Et en fait, alors je ne rentre pas dans le détail, hein, mais il y a plusieurs manières de traiter le problème. Il y a exchangeable correlation, qui consiste à dire, je prends les taux IJ là, qui sont là, je prends une valeur moyenne finalement de tous mes taux IJ de chaque pour les différentes variables quantitatives. Donc ça, c'est une première manière de faire. Une deuxième manière, la multiplicative correlation, c'est de se dire, on va prendre, au lieu d'un réel, on va prendre un vecteur. Dans ce cas-là, on va prendre une variable qualitative, on va prendre une valeur de taux par variable qualitative, et donc on fait le produit quand il y a deux qui interviennent. Et le non-restrictive correlation, là on prend directement une matrice qui permet de traduire la corrélation entre les plans, les triages, les métamodèles obtenus pour les différentes combinaisons en fait, de variables qualitatives. Voilà. Alors, un exemple de la littérature avec une seule variable qualitative qui est z ici, hein, qui est égale à 1, 2, 3, avec une fonction de cosinus qui n'est pas très loin d'une à l'autre, hein, ça ressemble un petit peu, à part le signe pour ça là. D'ailleurs, on voit que la méthode va permettre de traiter des corrélations négatives du coup. Donc on voit que l'UC, donc la dernière méthode, est beaucoup plus efficace effectivement que les autres méthodes. Donc ça c'est intéressant à travers la distance finalement qui est le mean square error, donc qui est définie ici. Alors si je reviens maintenant à mon bâtiment, mon fameux bâtiment donc soumis à la foudre, donc avec l'attachement direct foudre, eh bien en fait ici je vais prendre trois variables quantitatives, la profondeur du câble, la profondeur du grillage, donc le grillage étant en dessous du câble, et puis la permittivité du sol, et deux variables qualitatives qui sont le type de coup de foudre. J'en prends deux, hein. Je prends le coup de foudre direct le plus important, qui fait 200 kA, et l'arc à retour subséquent, donc qui est plus haute fréquence mais avec une amplitude plus faible. Et puis au niveau ferraillage, je prends trois pas, donc 5 mètres, 10 mètres et 15 mètres, trois valeurs. Puis j'ai un bâtiment qui est assez caractéristique. Voilà. Voilà, donc ça c'est. Bon, je remets ça. Donc on fait un plan expérience, donc ce qu'on appelle un LHD, donc Latin Hypercube Design. Donc on fait 30 runs par combinaison, donc on a 3 x 2, 6 combinaisons de variables qualitatives. Donc ça fait 180 expériences à faire. Les observables, c'est le courant ou la tension à extrémité du câble, un facteur 50 ohms près. Donc là, c'est pour donner une idée, hein, les simulations TMJ durent 3 heures parce qu'il faut aller loin dans le temps
Il faut aller loin dans le temps puisqu'on fait de la foudre ici, et puis on discrétise en général assez finement sur un Core i7, voilà, c'est caractéristique. Et la construction du métamodèle, c'est 34 secondes, donc c'est assez rapide. Ici, on voit que la dernière méthode dont j'ai parlé, eh ben, elle est un petit peu meilleure. Là, bon, c'est pas très flagrant, hein, finalement, on ne gagne pas forcément énorme. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que ici, le 1 qui est en haut, là, ben, il traduit, et le 2, ça traduit soit le type de signal, la première valeur qualitative, soit la deuxième valeur qualitative. Donc on voit ici que ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a un facteur très faible ici. Ça veut dire que les deux variables, enfin par rapport à la première variable qualitative, les deux valeurs qu'on a prises, eh ben, elles sont décorrélées quasiment, puisqu'on a 0,05. Par contre, donc ça c'était les types de signaux. Et là, c'est le pas de ferraillage. Donc on voit ici par contre que c'est très corrélé. Donc ça donne des informations intéressantes. Et là, donc on a les résultats entre la méthode dont j'ai parlé et puis la méthode ICA qui consiste à se faire un métamodèle par variable qualitative, par combinaison de variables qualitatives plutôt. Donc on a un 6. Ici, c'est tout ce qui est, on a la séparation aussi, hein. Là, on voit c'est tout ce qui est pour le premier arc en retour qui a une amplitude plus forte, donc qui donne un courant plus fort, et l'arc en retour subséquent qui donne une amplitude plus faible, qui a une amplitude plus faible, pardon, et qui donne un courant plus faible. Voilà, donc on voit qu'on n'est pas, les deux donnent des résultats qui sont assez similaires, hein, finalement. Mais ça permet d'avoir un seul métamodèle pour traiter tout ça. Voilà, alors maintenant, pour toujours le crégeage, pour l'analyse de défaillance. Alors, l'idée, c'est de faire le crégeage adaptatif, c'est-à-dire que, bon, analyse de défaillance, déjà, dans un premier temps, bon, il y a les méthodes classiques qui sont les méthodes first order, reliability method, second order, etc., donc qui sont rapides, plutôt analytiques, je dirais. Et donc, l'idée, c'est de calculer une fonction g de x qui dépend d'un seuil S0 moins la sortie de qui est le courant ou la tension, par exemple, à l'extrémité du câble. Eh bien, ça, il faut que ça soit positif. Si c'est négatif, mais on dit qu'il y a défaillance. Donc, on se donne un seuil particulier. Et on se dit qu'à partir de ce seuil, on a une certaine défaillance si on dépasse le seuil. Donc, ça traduit par la probabilité de dépasser le seuil. Alors, pour essayer de faire simple, on sépare l'espace de variation des paramètres. Ici, j'ai deux paramètres. Ici, en deux. C'est-à-dire un espace où j'ai g de x supérieur à 0, g de x inférieur à 0, et j'ai ce qu'on appelle la fonction d'état limite, c'est g de x égale 0, ici. Alors ça, c'est pas facile à traiter en général. Donc on se ramène à un espace normé centré, donc avec une transformation isoprobabiliste, bon, pour ceux qui connaissent les transformations de Natta et Rosenblatt, qui permettent d'avoir une loi normée centrée finalement. Et donc on cherche cette fonction qui est cette fois-ci g de u, avec la variable u dans l'espace normé centré. Et pour trouver g de u égale 0, en fait, on utilise le crégeage adaptatif. Alors c'est quoi? C'est se dire, ben, je tire un nombre de points important, ça peut être des centaines, des milliers de points, par du Monte-Carlo, mais je ne fais pas de calcul. Je tire juste des points dans mon espace de recherche. Ensuite, je prends parmi ces centaines ou milliers de points, je prends n points, une dizaine par exemple, et puis je fais le calcul cette fois. Je fais un calcul de différence finie par exemple, et je fais du crégeage, donc je construis un métamodèle, et ensuite les grands n moins n points, ben en fait je les rentre, comme paramètre d'entrée de ma fonction crigée. Du coup c'est très rapide, hein, puisqu'on a une fonction métamodèle, donc on peut calculer le y assez facilement, donc voir si le g de u est négatif ou positif du coup. Et dans ce cadre-là, eh bien en fait on cherche le meilleur point. Donc ici, là c'est la première itération. Deuxième itération, on trouve le point rouge ici, qui donne quasiment la fonction qu'on cherche. Hein. Ça, c'est la fonction g de u égale 0, hein, qu'on recherche, qu'on ne connaît pas a priori. Du coup, on voit déjà qu'on n'est pas si loin que ça. Et donc ce point-là, on le fait rentrer dans le crégeage. Donc on augmente le nombre de points du crégeage. Enfin, le nombre de points d'entrée plutôt, et on recrige, donc on a n points qui devient n plus 1 ici, et on refait pareil, en fait, on recherche le meilleur point, et petit à petit, finalement, on va reconstruire toute la courbe et trouver ce qu'on appelle le point de conception, le point qui va donner la probabilité de défaillance, en fait, par derrière. Voilà, donc un exemple typiquement ici, c'est un coaxial avec deux champs d'extrémité soumis à une onde plane,
un blindage. Ici, j'ai 11 paramètres d'entrée qui sont là, donc issus des lois normales. Et ce qui est intéressant, c'est de voir ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'avec l'adaptative Krejcik, si j'ai une fonction qui est celle-ci, elle est quasi linéaire, donc c'est peut-être pas la peine de faire des choses compliquées. Et effectivement, on voit que les méthodes formes qui sont quasi analytiques, il faut, pour avoir une précision ici de 4, 10-3, on a 39 appels à la fonction, donc 39 appels au code différence fini. Si je prends l'adaptative Krejcik, là, j'ai pour la même précision 37 appels. Donc je dirais que c'est quasiment la même chose, c'est pas très intéressant de faire ce genre de choses. Par contre, c'est une variation non linéaire, comme celle-ci. Là, c'est différent. Donc la méthode forme, il faut, pour une précision de 0,02 quasiment, il faut 237 appels, et une précision ici de, comme tout à l'heure, quasiment, même l'ordre de grandeur, je dirais, de 6-10-3. Donc il faut que 53 appels. Donc on a une précision bien meilleure avec beaucoup moins d'appels. Donc on voit l'intérêt dans les cas fortement non linéaires, en fait. C'est là où ça apporte un plus. Maintenant, je vais parler des polynômes du chaos pour la CEM. Alors, polynôme du chaos, c'est quoi? C'est une base, en fait. On décompose une fonction sur une base de polynômes orthogonaux, qu'on appelle polynôme du chaos, parce qu'il faut intervenir des variables aléatoires. Alors, les polynômes du chaos, en fait, il y en a plusieurs paramètres d'entrée. En fait, ça va être le produit des polynômes pour chaque variable d'entrée. Et ce qui se passe, c'est qu'en général, on prend une loi uniforme, pour une loi uniforme, pardon, on prend les polynômes de Legendre, et pour une loi gaussienne, on prend les polynômes d'Hermite. Alors, si on a des paramètres, le premier par exemple qui suit une loi uniforme, le second une loi gaussienne, en fait, on fait des produits de polynômes de Legendre par des polynômes d'Hermite, etc. On peut faire un petit peu ce qu'on veut, sauf que multiplier les polynômes, ça complique, ça complique un peu la situation et ça peut prendre du temps de calcul. Donc, alors après, on définit, en général, quand on fait ça, on définit un produit scalaire, qui est le produit ici de polynômes par une fonction qui est la PDF du paramètre qu'on considère. Et puis, pour calculer les A qui sont les paramètres ici qu'on cherche, en fait, il faut résoudre cette intégrale. Alors, cette intégrale, Y, c'est la fonction... c'est le Y finalement la sortie de notre code différence finie, et les psi c'est les polynômes qu'on connaît, et W c'est la PDF que suit notre paramètre d'entrée. Donc pour ce faire, il y a une méthode finalement, c'est de se dire je prends, si on prend des formules d'intégration de Gauss, ça marche bien parce que c'est exact pour un polynôme d'ordre assez élevé. Par contre, ça impose le choix des points de quadrature. C'est bien ça le problème, c'est qu'en fait, on n'a pas le choix. Il faut prendre les points qui vont bien, qui sont les zéros des polynômes de Hermite ou de Legendre ici. Donc, on n'a pas le choix des paramètres. Par contre, voilà, c'est très précis. Donc ça, en général, on est un peu limité. Donc, du coup, on résout souvent par régression. Et régression, il faut un nombre de points supérieur à 2 fois le nombre de coefficients. Ça, c'est une règle qui a été qu'on trouve dans les documents comme Luculab, par exemple, qui résout ce genre de problème, qui a un code accessible aussi sous MATLAB. Alors, on utilise aussi une méthode qui est la méthode LARS, List Angle Regression Selection, en fait, qui permet de réduire le nombre de points d'apprentissage. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va réduire le nombre de termes du polynôme, parce que dès qu'on va faire le produit, finalement, si vous montez en ordre, on va faire le produit de plusieurs polynômes, et on voit que très vite, on peut avoir un nombre de coefficients assez important qui est donné par cette formule-là. C'est la combinaison entre m plus p et puis p étant le degré du polynôme et m le nombre de paramètres. Donc ici, si j'ai 2 paramètres, par exemple, ici on voit pour un degré 3, inférieur ou égal à 3, on a ces points-là. Si inférieur ou égal à 6, on a tous ces points-là. Donc ça va très vite. Et donc, on utilise cette méthode de LARS qui permet de sparseriser, je dirais, entre guillemets, un petit peu le truc et d'avoir un nombre de coefficients assez limité. Alors, la qualité de la solution,
pour trouver la qualité de la solution finalement. Donc on peut faire une métrique qui est plutôt de la MSE, mais qui sous-estime en général l'erreur. On utilise plutôt ce qu'on appelle le LO, qui est basé sur la validation croisée. Alors c'est quoi la validation croisée? C'est de se dire, j'ai un certain nombre de points d'expérience, aujourd'hui les grands N, et puis en fait j'enlève, donc je construis mon polynôme, et ensuite j'enlève un point, et je reconstruis un autre polynôme, et à partir de là, j'ai une solution qui est le f moins k, ici j'enlève le point numéro k, enfin xk, pardon, et donc je construis mon polynôme et je calcule l'erreur finalement par rapport au cas où j'aurais pris tous les points. Et je fais ça pour tous les cas de 1 jusqu'à n. Ça me donne une erreur qui est le leave one out, qui est une erreur classiquement utilisée pour ce genre de choses et qui donne un coefficient qui est assez représentatif. Donc c'est pareil que le R carré, hein, on a un Q carré qui est voisin de 1 finalement, si tout va bien. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle la validation croisée. Et l'exemple ici, c'est un exemple de susceptibilité de carte de circuit imprimé avec 2 pistes où j'avais 6 paramètres, donc l'epsilon-r, l'épaisseur de substrat, les largeurs des pistes, la distance entre les pistes, la longueur des pistes. Donc on construit ici avec 100 échantillons, mais bon, après on avait regardé un petit peu l'influence du nombre, de la taille du plan expérience et on voit qu'effectivement, bah, plus on prend de points, bah, mieux c'est, hein, effectivement. Donc l'erreur LOE, elle diminue assez fortement. On s'était fixé un degré du polynôme max égal à 4. Et ce qui est intéressant, ce que je disais tout à l'heure, la méthode de Lars, elle permet de passer de 210 coefficients possibles à 53 coefficients utiles, d'où une participité de 25% à peu près. Donc c'est intéressant. Donc avec 200 échantillons, on a une erreur LOE qui est de l'ordre de 10-3, donc on reproduit bien par rapport du Monte Carlo, on voit bien que la PDF est bien produite. Ensuite, l'intérêt des polynômes du chaos, alors ça on va en parler aussi parce que c'est vraiment le gros intérêt, c'est de donner directement, sans autre calcul, une fois qu'on a les coefficients A, eh bien d'avoir les indices de Sobol, donc la sensibilité par rapport à un paramètre. On voit ici, par exemple, ici que la permittivité epsilonaire intervient à 40% sur la sensibilité finalement du résultat qui est observé. Et donc on voit l'influence de différents paramètres. Alors il faut se méfier quand même parce que ici, si je regarde la fonction de fréquence, là j'étais à 1 giga, donc j'étais ici. Donc ici, pardon. J'étais ici, donc j'avais un paramètre epsilonaire qui était plus fort, mais suivant la fréquence, il faut faire attention, le paramètre prépondérant n'est pas forcément le même. Donc, alors c'est autre chose, ça ne veut pas dire que si un indice de Sobol important, je dirais que c'est la variance de l'espérance de Y par rapport à XI, surtout dans l'espace de variation, donc je dirais que c'est une tendance. C'est-à-dire ici, à cette fréquence-là, on a un epsilonaire qui a le plus fort impact, mais ça ne veut pas dire que localement, on n'a pas d'autres choses. Donc c'est une tendance globale, je dirais. Alors ensuite, dans le cadre d'une autre thèse avec une autre thèse CIFRE avec EDF, là on s'est intéressé toujours, je reviens toujours au bâtiment en béton armé, là, soumis à la foudre, la thèse de Susanna Naranjo-Villamil, donc qui s'est passée en mars 2022, donc un petit peu plus récent du coup. On s'est intéressé à des choses un peu plus autour du polynôme du chaos, justement un peu plus abouti, qui est la suite de la thèse précédente, où on s'intéressait à des grillages, où il y avait plusieurs grillages justement sur un bâtiment un peu plus compliqué que précédemment. Donc qu'est-ce qu'on a fait dans ce cadre-là? Eh bien, dans un premier temps, on a fait du machine learning avec des méthodes un peu plus classiques qu'on verra tout à l'heure, pour traiter en fixant le grillage. Donc ici, je fixe un seul grillage, je ne fixe pas mes 2-3 grillages que je vais empiler. J'ai un seul grillage avec un pas fixe et je regarde pour différentes tailles de bâtiments et pour différentes caractéristiques du courant foudre, eh bien, je fais des modèles de machine learning. Donc ça me donne un champ à l'intérieur. Donc oui, ce que je n'ai pas dit, ce qui m'intéresse, c'est le champ à l'intérieur en fait. Et ensuite, j'établis avec le polynôme du chaos, donc on appelle le PCE. Donc, j'ai établi un facteur correctif qui permet de voir l'influence du paramètre du grillage et de corriger finalement ma solution avec ce paramètre du grillage. Donc, je vais rapidement parler de ça. Donc, en fait, au départ, on part d'une dizaine de bâtiments en fait, qui ont été définis.
et tout un tas de points à l'intérieur. Donc on a, je crois, 11 plans avec 99 ou 99 points à l'intérieur de champs magnétiques. Donc on a pas mal de points finalement d'observation à l'intérieur. En différence finie, bon, ça ne coûte rien, une fois qu'on fait la simu, finalement, de récolter pas mal de points. Et ça, on a regardé avec, on a essayé de construire du machine learning avec des choses qui sont basées plus sur les arbres de décision, donc le baguette tree par exemple, les arbres de régression ici, et les réseaux de neurones aussi, donc ils marchent un peu moins bien quand même ici. Par contre, là, on est autour de la diagonale, ça marche pas trop mal du coup. Et voilà, donc ça c'était pour construire le champ, enfin pour construire un modèle finalement de champ à l'intérieur du bâtiment, avec un pas de maillage, comme j'ai dit tout à l'heure, qui était fixé au niveau du ferraillage qui est donné là, qui est du 10 cm par 10 cm, avec un rayon qui est fixé aussi. Donc c'est marqué là, en fait, je ne me souviens plus, avec un rayon de 1 mm ici. Ensuite, on fait varier, cette fois-ci, on essaie de construire un PCE, donc un polynôme du chaos, en faisant varier 5 paramètres, donc qui sont le maillage du grillage, donc de 10 cm à 1 mètre, rayon des barreaux, nombre de couches, donc ici de 1 à 3 couches de ferraillage, distance entre les couches qu'on fait varier aussi, et la distance entre connexions, puisqu'il y a des connexions entre les couches qui ne sont pas réparties, enfin qui ne sont pas sur toutes les intersections des barreaux ici, donc de 1 à 8. Voilà, donc on prend des plans. Ici, on a fait 38 simulations par dimension de bâtiment. Donc ici, on avait considéré 4 simulations, donc 4 dimensions de bâtiment. Et on construit un plan expérience, un plan expérience, un polynôme du chaos d'ordre 4. Et on s'aperçoit avec la méthode LARS qu'on a 18 coefficients intéressants, donc il suffit d'avoir 18 coefficients. Et on voit bien que notre règle que le nombre de simus doit être égal ou supérieur à 2 fois le nombre de coefficients, ben, ici, on respecte cette règle-là, il n'y a pas de souci. Donc là, on voit que ça ne marchait pas trop mal. Hein. On avait pareil un MSE de 0,874, donc ça ne marche pas trop mal. Et puis ici, on a la PDF qui nous donne finalement. Alors, la PDF, elle inclut pas mal de paramètres, entre autres la variation du champ à l'intérieur du bâtiment aussi, qui n'est pas constant, puisqu'on cherche des valeurs moyennes en général, hein, avec les polynômes du chaos. Donc, il faut faire attention. Il faut inclure les variations du champ à l'intérieur aussi dans le facteur correctif à la fin qui va nous donner la correction suivant le type de bâtiment, suivant le ferraillage, etc. Voilà. Et typiquement, donc, ici, avec les polynômes du chaos, les indices de Sobol nous donnaient le fait que c'est le premier paramètre, donc le pas de maillage du ferraillage, qui était le plus influent. Et on voit que les indices totaux et le premier indice de Sobol, first order, pardon, donc le premier ordre était quasi identique, donc ça veut dire que les paramètres croisés ont une très faible influence finalement. Voilà. Et on avait le X3 qui est le nombre de grillages, donc c'est les 2 paramètres les plus influents finalement, qui sont à prendre en compte. Bon, ça ne veut pas dire que localement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est une tendance globale en fait. Hein, c'est que localement, à certains endroits, ben, la tendance n'est pas tout à fait celle-ci. Voilà, je crois que c'était mon dernier transparent. Je crois que j'ai bien tenu ma bonne demi-heure, je crois, même peut-être plus, je ne sais pas. Je vous remercie de votre attention. Donc, si vous avez des questions. Merci Alain pour ta présentation. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'aurais des questions sur. Oui, allez-y. J'aurais une question sur les plans d'expérience au début, donc c'est en slide 7. Ouais. Alors en fait, quand vous définissez les plans d'expérience, là, vous partez du principe que vous faites des simulations avant pour calculer des points et savoir si le plan d'expérience est de bonne qualité, et ensuite vous en basez pour résoudre le métamodèle. Parce que du coup, ce serait un peu contradictoire de faire calculer les points pour plusieurs plans d'expérience et à la fin en choisir un seul. Non. Ça ferait beaucoup plus de temps de calcul, non? Ouais. Non, l'idée c'est en fait, on a des critères
Bon, il y a des plans, je n'avais pas parlé, mais des plans optimaux aussi, des plans D-optimaux, I-optimaux, etc., qui traduisent la qualité aussi des plans. Mais effectivement, on ne fait pas de calcul. Là, on fait juste, par exemple, pour si je prends mes suites à faible discrépance, on prend la meilleure, par exemple, et la meilleure, elle est donnée par des paramètres liés je dirais, au fait que ça occupe bien l'espace, en fait, puisqu'on n'a aucune, dans tous ces cas-là, en fait, on suppose qu'on n'a aucune connaissance sur la fonction, effectivement. Donc du coup, on ne fait aucun calcul. Par contre, on essaie au maximum de prendre des points, prendre le plus de points possible au niveau variable marginal déjà. Donc éviter effectivement les points qui se répètent trop souvent, ça c'est une première chose. Et donc d'occuper le maximum l'espace qui nous est imparti de variation des paramètres en fait. Donc on ne fait aucun calcul. Sinon, effectivement, ça ne sert à rien. Je suis bien d'accord. Ok, d'accord. Et ensuite, vous ne l'avez pas montré, mais c'est quand vous travaillez sur un métamodèle à 9 paramètres, moi c'est slide 11, vous traitez des variables continues, discrètes et binaires à la fois. Ouais. Comment vous mettez ça en œuvre quand vous faites la décomposition sur la base de polynômes Alors ça, c'était... Alors en fait, tout ça, c'est... Là, je ne suis pas rentré dans le détail de la méthode qui était implémentée sur un logiciel qui est commercial. Effectivement, qui prend en compte toutes ces variables discrètes, qualitatives, etc. Ça, je ne me suis pas trop penché sur cet aspect-là, hein, effectivement, par rapport à ce type de méthode. Mais effectivement, c'est intéressant de voir comment ils font, parce que, bon, ça c'était un code commercial, c'est difficile de rentrer dedans. Ouais. Mais bon, je pensais pas... Nous, on s'était intéressé à ça surtout pour le triage, pour essayer d'avoir quelque chose à maison, je dirais. Mais pour ça, on avait utilisé effectivement quelque chose de plutôt commercial en fait. Donc, j'ai pas la réponse à l'instant T. Et est-ce que vous avez déjà essayé de faire du combinaison entre le polynôme KO et le krigeage? Alors ça, non, on n'a pas essayé. Par contre, c'est quelque chose auquel j'ai pensé effectivement que je voulais faire. Parce qu'effectivement, ça se fait. Il y a des gens il y a des publications hein, sur ces choses-là et ça a l'air de bien marcher, effectivement. C'est vrai que c'est intéressant. C'est une suggestion, mais c'est quelque chose auquel j'avais commencé à regarder et je sais qu'il y a eu des publis, entre autres, ça doit être Bruno Sudré, je pense, et puis Joviard, je crois qu'il a fait une publi intéressante sur ce sujet-là. Donc, c'est quelque chose que je compte regarder, effectivement. Ouais. Bien, merci beaucoup, en tout cas. D'autres questions? Bon, j'espère que je n'ai pas perdu tout le monde dans les formules. Personne ne lève la main. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a pas mal de logiciels finalement qui existent, qui permettent de résoudre. Bon, par exemple, c'est vrai que je parlais aussi effectivement, tout ce qui est réseau de neurones, bon, MATLAB, il y a tout dedans maintenant, on choisit. Enfin, un réseau de neurones ou autre, d'ailleurs, maintenant, on choisit pas mal de choses. Et à l'époque, on avait programmé sous le langage R, qui est vraiment destiné à tout ce qui est statistique. Et là, ça permet de rentrer un petit peu dans les techniques et d'améliorer les choses. C'est ça qui nous avait bien intéressé, effectivement. Et ça, on ne faisait pas derrière. Ouais. Et justement, finalement, comme il existe plusieurs méthodes, peut-être concurrentes, finalement, est-ce que quelque part, une façon de choisir la méthode qui serait le plus adaptée à un problème, selon certaines caractéristiques du problème, est-ce que une régression polynomiale est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'une régression polynomiale fasse plus l'affaire qu'un réseau de neurones ou que le polynôme du chaos? Est-ce que quelque part, toi, tu as des recommandations C'est vrai que le polynôme du chaos, par exemple, s'il y en a trop de paramètres, ça va être compliqué, quoi. Ça va être trop lourd à gérer.
on voit tout de suite qu'on a pas mal de paramètres. On a beau creuser, bon, il y a des méthodes, effectivement, les méthodes LARS qui ont permis de creuser, mais sinon, le crigeage, moi j'aime bien parce que ça permet de faire des choses intéressantes, sauf qu'il faut conserver des fonctions de corrélation et des fonctions de covariance, donc ça c'est un peu plus... Par contre, c'est vrai que les réseaux de neurones, on garde finalement, quand on fait des réseaux de neurones, on garde que les poids entre les couches, finalement, c'est pas très lourd à garder finalement, à garder en mémoire en fait, c'est intéressant. Mais après, ça dépend vraiment des problèmes, hein. Je pense que suivant les problèmes qu'on a à traiter, bon, la première méthode est quand même la plus utilisée quand je vois les codes qui font ce genre de choses. L'agression polynomiale, finalement, c'est assez utilisé. Méthode ANOVA par derrière pour l'analyse de variance, des choses comme ça. Donc c'est la classique, quoi, je dirais. Mais moi, j'ai une petite faible pour le criblage quand même, qui fait pas mal de choses, qui est assez polyvalent, j'ai l'impression, donc enfin, dans ce que j'en ai vu. D'accord. Après, c'est toujours pareil, il y a le nombre de paramètres, si c'est 50 paramètres, bon, c'est une matrice de corrélation qui serait très importante, quoi. Alors, toutes ces méthodes-là, c'est en machine learning, contrairement au deep learning, finalement, là, on cherche à réduire le nombre d'expériences, en fait. C'est ça la particularité. On essaie de faire le minimum de simulation. Deep learning, c'est le contraire. On y va, quoi. On fait, il faut pas mal de simulations pour que ça marche, en fait. Oui. C'est vraiment la grosse différence à la base, déjà. Oui, oui. Bon, dans tous les cas, il est quand même préférable d'avoir une boîte à outils avec différentes méthodes qu'on est prêt à finalement à utiliser sur un problème. Ouais, je pense, ouais. Ouais, au départ, c'est bien d'avoir plusieurs méthodes et effectivement de choisir en fonction du problème à traiter. C'est vrai que si je prends le polynôme du chaos, s'il n'y en a pas forcément énormément de paramètres, c'est bien parce qu'après, ça peut se programmer sur une feuille Excel ou en fait, sur une fonction. C'est une fonction qui peut être utilisée à peu près par tout le monde assez facilement. Avec très peu de ressources. Après, une fois qu'on a calculé les paramètres, finalement, c'est comme une règle de 3, finalement. C'est assez facile à utiliser sans vraiment avoir de choses compliquées, quoi. Donc, c'est vraiment c'est important, je pense, comme tu dis, ouais, d'avoir, suivant ce qu'on veut faire après, suivant le nombre de paramètres, suivant tout un tas de choses, il faut faire un choix, finalement, donc, au départ. Et bon, c'est un petit peu l'expérience après, hein, qui fait que petit à petit, au fur et à mesure qu'on fait les exemples, on s'aperçoit que ta méthode, elle n'est pas adaptée, toute méthode, elle est mieux. D'accord. Alors, après, je peux me permettre juste sur ce point-là. L'équipe de Bruno Seudret à l'ETH, ils ont développé un environnement qui est compatible sous MATLAB, Ouais. qui s'appelle UQLab. Et désormais, depuis quelques mois, le code est totalement open source. Donc, ce qui fait qu'on peut tester différentes fonctions, donc RIGAGE, PCE, PCK. Et ensuite, on peut directement modifier nous-mêmes les fonctions pour l'adapter le plus possible à notre problème. On perd le côté totalement boîte noire qu'il y avait sur un logiciel commercial. On ne sait pas ce qu'il fait dedans. Du coup, ça peut être la solution, on va dire, un peu plus simple. Alors, tout à fait, UQLab, c'est un environnement que j'ai utilisé depuis quelques années. Et effectivement, c'est open source. Il faut redemander tous les ans. Bon, la licence, ça c'est juste pour voir qu'on travaille encore dessus, mais c'est gratuit. Après, ça utilise MATLAB. Le seul reproche, c'est faire attention, c'est qu'effectivement, des trucs classiques, ça utilise le MATLAB. Bon, si on a MATLAB, je dirais la version de base, il n'y a pas de souci. Mais ça utilise ensuite des boîtes à outils d'optimisation, boîtes à outils. Faut faire attention à ce genre de choses quand on va un peu plus loin. On peut être un peu coincé si on n'a pas les boîtes à outils qui vont bien, quoi. Mais sinon, je trouve que ça a été fait avec un bon esprit. Et c'est quelque chose qui est très performant, effectivement. Oui, ce qu'ils ont fait chez Bruno Seudret, là, c'est excellent. Ouais. Très bien. Écoute,
Voilà, merci beaucoup pour ta présentation. Merci beaucoup d'avoir accordé ce temps. Merci Christophe pour la présentation des activités du XLIM. Et donc, je vais clore cette session et cette dernière session de la première vague des webinaires GT5 du JDR11. Donc, on va organiser une prochaine série, donc normalement à la rentrée. Donc on enverra toute une série de mails. Donc voilà, vers septembre, octobre, une prochaine série de 6-7 présentations donc, thématiques et des activités des différents laboratoires français. Voilà. Donc voilà, on vous remercie au nom de l'équipe d'organisation. On remercie tous les participants d'avoir suivi ces webinaires et d'avoir posé toutes ces questions. Merci encore. Merci à tous pour votre participation. À bientôt.